Un matin, deux chiffres se sont percutés et ont fait basculer le Sahel dans un silence tendu. D'un côté, des décennies d'attente nourries par des promesses d'aide qui se dissipaient, de l'autre, quelques heures suffisant à voir apparaître les premiers blindés et à révéler l'écart brutal entre les discours officiels et la réalité vécue. Que signifie vraiment, pour ceux qui regardent cette scène à distance, ce tournant désormais lié au nom d'Ibrahim Traoré? Un basculement net, bref en apparence, mais lourd de conséquences durables pour le Burkina Faso et le Sahel. Ce récit s'ouvre sur une promesse claire: montrer comment un changement présenté comme purement technique a, en réalité, déplacé tout un équilibre régional. Au cœur de cette promesse se trouve un bénéfice net pour le lecteur: comprendre en une dizaine de mots comment une décision souveraine peut remodeler une trajectoire entière. Mais ce bénéfice s'accompagne d'un risque implicite, celui de manquer l'essentiel si l'on observe le Sahel uniquement à travers des récits institutionnels. À mesure que les semaines passent, l'écart entre les annonces et les effets réels devient un signal d'alarme pour quiconque suit les dynamiques de sécurité, d'aide internationale ou de recomposition géopolitique. Un micro-hook s'impose alors. Si un pays considéré comme fragile peut renverser une logique vieille de plusieurs décennies, qu'adviendra-t-il des certitudes qui structuraient jusqu'ici les capitales étrangères? C'est précisément cet enjeu, diplomatique, opérationnel et psychologique, qui fixe la hauteur des stakes. Observer cette bascule, c'est accepter de regarder comment un simple convoi peut redéfinir des marges d'action que l'on croyait figées. La première révélation apparaît immédiatement. Deux chiffres suffisent à dévoiler un décalage majeur, des milliards investis pour des résultats quasi imperceptibles. La seconde se superpose en contraste direct. En quelques heures seulement, l'arrivée d'un convoi blindé a produit un impact psychologique plus profond que 20 années d'initiatives internationales. Ce double constat installe le cadre nécessaire à la compréhension de la rupture en cours. Pendant des décennies, la sécurité du Burkina Faso et de ses voisins a reposé sur un ensemble discontinu d'aides, de programmes fragmentés et de matériel souvent obsolète. Les villages continuaient, de disparaître sous la pression des attaques, tandis que les conférences internationales s'accumulaient sans jamais modifier la vie quotidienne. Les budgets se contractaient, les promesses se répétaient, mais la réalité restait inchangée. C'est dans ce paysage figé qu'une rupture calme est intervenue. Pas de déclaration solennelle, pas de délégation étrangère, seulement des machines neuves franchissant les portes du ministère de la Défense. Leur présence matérialisait une idée étouffée depuis longtemps, celle qu'un État sahélien pouvait décider, investir et agir sans attendre l'arbitrage de centres de pouvoir extérieurs. Le changement de rythme a produit un effet immédiat dans les chancelleries de Bruxelles, Paris ou Washington, où les analyses ont tenté de comprendre comment un pays considéré comme vulnérable avait pu déplacer autant de lignes sans éclat ni confrontation directe. C'est dans cette brèche que la figure d'Ibrahim Traoré s'est naturellement imposée, non comme symbole d'opposition, mais comme acteur capable de capter un moment historique et de l'orienter. Son nom, désormais présent dans de nombreux briefings régionaux, signale que la reconfiguration en cours dépasse les cadres habituels d'assistance et de dépendance. À partir de cette mini-révélation, la dynamique devient lisible. Une initiative locale, apparemment technique, déclenche une recomposition qui oblige observateurs, partenaires et décideurs à revoir leurs repères. L'avant et l'après cessent d'être une construction narrative. Ils deviennent une différence observable. Un officier burkinabé sert ici de fil conducteur pour comprendre la portée concrète de la rupture engagée. Avant l'arrivée du nouveau matériel, il commandait une unité dont les véhicules vieillissants se réparaient parfois en démontant d'autres carcasses, et dont la mobilité dépendait de missions internationales aux délais imprévisibles. Le premier micro-case tient dans ce cadre d'opération limité. Lorsqu'une alerte survenait dans le nord, les autorisations s'enchaînaient lentement et les déplacements se faisaient sur des camions réaménagés, souvent immobilisés par la chaleur, les pannes ou l'usure. Chaque mission représentait une négociation logistique plutôt qu'une action planifiée. Le second micro-case s'observe au moment où son unité reçoit les premiers VN-22B dans la base de Kaya. Les pilotes doivent apprendre à calibrer des suspensions modernes, à intégrer des capteurs jusque-là inconnus et à s'adapter à une mobilité redevenue fluide. Les rapports internes décrivent des essais répétés,
une montée en réactivité et une réduction tangible du temps de réponse. Rien de spectaculaire, mais une succession de petites ruptures cohérentes qui transforment la capacité réelle d'une équipe. Ces effets précoces se propagent ensuite dans l'ensemble du dispositif. Les soldats perçoivent que le changement n'est pas symbolique mais opérationnel et que la dynamique nouvelle repose autant sur l'acier que sur la maîtrise technique locale. Cette translation progressive rappelle en arrière-plan l'influence d'Ibrahim Traoré, dont la présence grandissante dans les discussions régionales traduit une cohérence stratégique plus qu'un simple discours politique. Au final, la question centrale se reformule simplement. Que vaut une décision si elle ne modifie pas l'action ? Le point d'allumage, la rupture commence volontairement dans le silence. Aucun communiqué n'est diffusé. Aucune annonce anticipée n'accompagne le mouvement. Une colonne de véhicules quitte pourtant les hangars de Narinco, avance sur les pistes sèches du Sahel et approche de Ouagadougou à la première lumière du jour. Ce simple déplacement, mécanique en apparence, agit comme une déclaration implicite, un pays peut décider sans attendre. Les soldats, habitués aux camions usés et réaménagés, découvrent des systèmes SR5 encore luisants, porteurs d'une idée longtemps étouffée. À mesure que les roues franchissent les portes du ministère, quelque chose se fissure dans l'ordre établi. Une chaîne de dépendance, construite au fil des années, se dessert. Une alternative apparaît. L'étincelle se propage très vite. Les premiers essais des VN22B montrent une mobilité que les unités locales n'avaient plus connue depuis longtemps. Les pilotes apprennent à manier des suspensions neuves, à gérer des capteurs modernes, à exploiter une réactivité retrouvée. Sur les réseaux militaires internes, les rapports s'accumulent, montée en capacité, meilleure réactivité, réduction du temps de réponse. Ce ne sont pas des victoires stratégiques, mais des signaux précis. Et dans une région longtemps marquée par l'attente, les signaux comptent autant que les résultats. Le point culminant survient à Kaya. Un exercice conjoint, préparé en urgence, rassemble plusieurs unités burkinabées. L'objectif est simple, tester la capacité nouvelle. La démonstration dépasse les attentes. L'armée réagit en quelques heures, là où, auparavant, il fallait compter en jours. Cette seule différence suffit à produire une onde plus large que prévu. Les partenaires extérieurs demandant des explications. Les chancelleries s'agitent. Les institutions régionales reconnaissent un déplacement diffus mais incontestable. Dans les villages, la transformation se voit encore plus vite. Les habitants observent pour la première fois des véhicules qui ne semblent ni fatigués ni provisoires. Les anciens affirment entendre un son différent, un bruit de moteur qui n'annonce pas seulement une présence symbolique mais une capacité réelle. Cette perception se répand en quelques jours. L'État, longtemps invisible dans certaines zones, retrouve un ancrage. Parallèlement, à Paris et à Washington, les rapports se multiplient. Ils signalent non pas une menace, mais une recomposition. Un officier européen résume la situation dans une note interne. Nous avons sous-estimé la profondeur symbolique d'un convoi. Le nom d'Ibrahim Traoré devient alors plus fréquent dans les briefings, indice que la dynamique dépasse le cadre purement technique. Les semaines suivantes confirment que rien ne reviendra à l'état antérieur. Les ministères réévaluent leurs priorités. Les alliances régionales se resserrent. Le Mali et le Niger observent l'expérience burkinabé et ouvrent leurs propres discussions. L'idée d'une défense autonome n'apparaît plus comme un slogan, mais comme une option technique crédible. Sur le terrain, la transformation avance par fragments. Les postes abandonnés sont revisités. Les communications radio se densifient, les patrouilles reprennent des axes jugés intenables quelques mois plus tôt. Chaque geste reste modeste, mais l'ensemble compose une dynamique difficile à ignorer. Dans les capitales occidentales, les analystes tentent de comprendre comment une transition sans tir et sans fracas a pu déplacer autant de plaques politiques. Un enseignement s'impose lentement. Agir modifie plus profondément un système que promettre, le basculement étant désormais engagé. La transition devient pleinement lisible lorsqu'on observe un mouvement net, un passage mesurable d'un niveau de référence vers un écart précis, révélant comment une décision souveraine modifie la capacité réelle d'un État. Ce cadre baseline delta structure les trois indicateurs essentiels et permet de comprendre la profondeur du basculement burkinabé. Temps de réaction, niveau de référence 72 heures, écart,
18h sur Ezura. Avant la réorganisation, les unités mettaient en moyenne 72 heures pour répondre à une alerte majeure dans le nord en raison d'autorisations fragmentées, d'une logistique incertaine et de la faible mobilité des véhicules anciens. Les exercices menés après l'introduction des systèmes SR5 et VN22B montrent une moyenne réduite à 18 heures. Cette variation indique que la maîtrise du temps redéfinit la portée de chaque opération. Couverture territoriale. Niveau de référence, 40%, écart, 63%. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires bénéficiaient d'une présence régulière de patrouilles ou de visites sécuritaires. 3 mois après la modernisation, les rapports internes confirment une couverture remontée à 63%, seuil jamais atteint depuis une décennie. L'écart prouve que la mobilité élargit réellement la zone d'action étatique. 3. Disponibilité du matériel, niveau de référence, 48%. Écart, 42%. Historiquement, seuls 48% des véhicules militaires étaient opérationnels à un instant donné, immobilisés par panne et manque de pièces. Avec les livraisons Narinco et la maintenance simplifiée, la disponibilité atteint 82%. La hausse montre que la fiabilité mécanique crée une régularité institutionnelle durable. Ces 3 évolutions ne décrivent pas un triomphe total, mais une structure nouvelle. Là où l'État reculait, il réapparaît. Là où la réaction était sporadique, elle devient cohérente. Là où la dépendance imposait le rythme, l'initiative locale reprend la main. Dans plusieurs réunions internes, ces données ont été présentées comme des signaux d'une reconstruction doctrinale plutôt que comme des résultats définitifs. Elles alimentent aussi la crédibilité régionale d'Ibrahim Traoré, non pour une dimension héroïque, mais parce que les chiffres attestent d'une cohérence entre décisions politiques, matériel disponible et capacité opérationnelle réelle. L'effet extérieur se lit également dans les capitales partenaires. Ceux qui percevaient le Burkina Faso comme acteur dépendant constatent désormais des marges d'action inattendues. Les institutions régionales reconnaissent une stratégie reposant sur la souveraineté opérationnelle plutôt que sur l'assistance conditionnelle. Les populations observent une différence tangible, routes moins désertées, patrouilles régulières, communication stabilisée. Ces 3 chiffres ne disent pas tout, mais ils suffisent à montrer un seuil franchi. La mécanique interne retrouve une cohérence, la dynamique régionale s'ajuste, et la trajectoire burkinabé cesse d'être un cas isolé pour devenir un point de comparaison. Le reste dépend de la continuité. 2 lectures opposées émergent lorsque l'on observe la transformation du Burkina Faso. La première, portée par certains analystes extérieurs, affirme que le réalignement stratégique risque de créer une dépendance nouvelle, simplement déplacée vers un autre partenaire. Selon cette perspective, la rapidité du virage pourrait réduire les marges diplomatiques, fragiliser les équilibres internes et limiter la capacité d'arbitrage autonome. Les défenseurs de cette thèse soulignent la nécessité d'un pluralisme d'alliances pour éviter un verrouillage politique ou militaire. Une seconde lecture, soutenue par de nombreux observateurs africains, propose l'argument inverse. Le changement ne serait pas une substitution, mais une libération après des décennies d'assistance conditionnelle aux effets limités. Cette vision met en avant le fait que les programmes antérieurs n'ont pas stabilisé les zones rurales ni amélioré durablement la sécurité. Explorer une alternative devient alors moins un risque qu'une réparation, appuyée par une coopération régionale qui répartit davantage les capacités et réduit le poids d'un partenaire unique. Pour dépasser ces positions, il faut revenir aux données présentes dans le dossier. Rien n'indique pour l'instant une perte de marge décisionnelle. Les choix matériels et la doctrine d'emploi proviennent de l'état-major burkinabé lui-même. Les premiers résultats mesurables, temps de réaction ramené à 18 heures, couverture effective à 63%, disponibilité du matériel portée à 82%, pointent vers une consolidation interne plutôt qu'une contrainte. La coordination avec le Mali et le Niger confirme aussi une orientation régionale construite sur un intérêt commun et non sur une dépendance verticale. De ces éléments découle une position Stillman robuste. La critique du risque de dépendance reste légitime en théorie, surtout dans un environnement mouvant. Cependant, les données actuelles montrent que le Burkina Faso a gagné du pouvoir d'action, renforcé son autonomie opérationnelle et consolidé sa cohérence doctrinale.
Les indicateurs témoignent d'une dynamique d'autonomisation progressive dont les implications dépassent les interprétations idéologiques. La question pertinente n'est donc pas de savoir si le pays a changé d'appui, mais s'il a augmenté son espace de décision, et, à ce stade, les faits disponibles indiquent que oui. Un seuil vient d'être franchi. Ce point charnière apparaît lors d'une inspection nocturne à Kaya, quand les équipes constatent que les nouvelles unités burkinabées ne se contentent plus de défendre leur position. Elles peuvent désormais appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée. Ce détail technique, en apparence mineur, renverse pourtant une logique vieille de 20 ans, celle où chaque pays du Sahel combattait isolément, dans l'attente d'interventions extérieures. La révélation du midpoint tient dans cette mutation silencieuse. Une modernisation nationale devient une capacité régionale tangible. À partir de ce moment, la dynamique cesse d'être locale pour se transformer en précédent partagé. Les officiers maliens parlent d'un corridor de réaction commune, tandis que certains responsables nigériens y voient les bases d'une doctrine transfrontalière. À Ouagadougou, l'analyse change également. L'État n'agit plus seulement en survivant aux contraintes, mais en acteur capable de redéfinir son environnement immédiat. Dans cette bascule, la figure d'Ibrahim Traoré joue un rôle d'articulation plutôt que de rupture. Son nom apparaît comme un point de cohérence entre décisions politiques, montée en capacité et coordination régionale. Le changement n'est alors plus perçu comme un épisode ponctuel. Il devient structurel et surtout irréversible. Les effets du basculement burkinabé ne se lisent pas seulement dans les arsenaux ou les rapports diplomatiques. Ils se diffusent en couches successives à travers la société, l'économie et la région. Pour en saisir l'ampleur, il faut observer comment 4 groupes, population rurale, NN, acteurs économiques locaux, DN, institutions nationales, ND, et partenaires régionaux, KV, ont perçu les premières vagues du changement. Dans le nord et l'est, la transformation la plus visible concerne le retour progressif de l'État. Les habitants de zones longtemps délaissées ont vu réapparaître des patrouilles régulières appuyées par des véhicules désormais fonctionnels et des communications plus fiables. Les marchés hebdomadaires, presque abandonnés, se reforment timidement, signe d'une confiance prudente. Certaines familles réoccupent des parcelles cultivées après des années d'exode interne. Une phrase revient souvent dans les témoignages locaux. Ce n'est pas la fin de la peur, mais la fin de l'attente. Cette présence rythmée, même fragile, concrétise une stabilisation que l'aide internationale n'avait jamais réussi à produire de manière durable. Pour les petites entreprises, transporteurs et coopératives agricoles, l'amélioration partielle des axes a un effet immédiat. Moins de jours de fermeture, moins d'interruptions logistiques, moins de pertes dues aux détours forcés. Certains transporteurs rouvrent des trajets abandonnés depuis des années, tandis que de nouveaux ateliers mécaniques apparaissent pour répondre aux besoins de maintenance du matériel récent. Cette microéconomie émergente ne constitue pas une croissance solide, mais elle marque le retour d'un cycle interrompu. La fluidité retrouvée des déplacements offre à ces acteurs des marges qu'ils n'avaient plus connues depuis longtemps. Le changement est ici plus structurel. La réduction du temps de réaction et la disponibilité accrue du matériel modifient la façon dont les ministères planifient leurs opérations. Les décisions ne reposent plus systématiquement sur des financements ou arbitrages extérieurs. Les cadres administratifs, auparavant cantonnés à des fonctions de transmission, participent désormais à la conception de programmes ou de missions coordonnées. Cette montée en capacité interne renforce indirectement la position d'Ibrahim Traoré, perçu comme cohérent dans la mise en relation entre doctrine, matériel et action étatique. La machine administrative retrouve une cohérence qui lui manquait depuis longtemps. Pour le Mali, le Niger et d'autres États sahéliens, les implications sont stratégiques. L'expérience burkinabé sert d'argument en faveur d'une défense autonome envisageable techniquement. Les réunions tripartites se multiplient, les doctrines convergent et les scénarios d'assistance mutuelle se précisent. Dans certaines capitales, l'effet psychologique dépasse l'effet militaire. Si un pays considéré comme vulnérable peut évoluer aussi vite, la région peut envisager une recomposition indépendante des structures extérieures. Cette dynamique transforme une décision nationale en point d'appui régional.
Au total, ces 4 couches révèlent une transformation à plusieurs vitesses, mais cohérente. Cette combinaison donne à la trajectoire du Burkina Faso un caractère désormais structurant. Les prochains mois détermineront si la trajectoire engagée par le Burkina Faso se stabilise, s'amplifie ou se fragilise. 3 scénarios distincts, construits à partir des éléments déjà observés, permettent d'esquisser les dynamiques possibles entre 6 et 12 mois. Ils ne prédisent rien, ils décrivent des marges plausibles, fondées sur la continuité ou l'inflexion des tendances identifiées depuis l'arrivée des premiers convois. Dans cette trajectoire centrale, le pays poursuit l'amélioration de ses capacités sans saut spectaculaire. Dans cette trajectoire centrale, le pays poursuit l'amélioration de ses capacités sans saut spectaculaire. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger deviennent plus régulières mais restent limitées aux zones prioritaires. Les 3 indicateurs majeurs, temps de réaction, couverture territoriale et disponibilité du matériel, continuent de progresser légèrement, portés par une logistique mieux organisée. Les partenaires extérieurs adoptent une attitude prudente. Aucune opposition frontale, mais aucun soutien massif non plus. Les populations ressentent une stabilisation partielle dans les zones où l'État est déjà revenu. Ce scénario suppose une continuité institutionnelle et l'absence de choc majeur. Les mécanismes de partage d'informations s'uniformisent, les corridors transfrontaliers se sécurisent et des programmes de formation intégrés voient le jour. L'effet d'entraînement s'étend à d'autres secteurs, mobilité, infrastructures légères, coordination administrative. Grâce à son avance relative, le Burkina Faso devient un nœud technique et non un simple bénéficiaire. Les populations observent un changement visible, davantage de zones réinvesties, une économie locale moins entravée, un climat de confiance plus stable. Ce scénario exige toutefois une forte cohésion politique entre États sahéliens. Ces pressions pourraient ralentir les progrès techniques, perturber la coordination régionale et fragiliser certains équilibres institutionnels. Les opérations conjointes deviendraient irrégulières, certaines zones redeviendraient difficiles à contrôler et un scepticisme progressif réapparaîtrait dans les populations. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une inertie prolongée qui diluerait l'élan initial. Observer cette période revient donc à suivre le mouvement et non les annonces. La portée de la transformation burkinabé dépasse largement les cercles militaires ou diplomatiques. Elle résonne auprès de différents publics, chacun y projetant ses propres attentes, ses inquiétudes ou ses interrogations. Pour comprendre ce que cette trajectoire dit au lecteur, il faut distinguer 3 groupes qui interprètent le même événement sous des angles très différents. Pour les observateurs attentifs aux dynamiques globales, le cas burkinabé illustre une recomposition discrète mais profonde. Pour les observateurs attentifs aux dynamiques globales, le cas burkinabé illustre une recomposition discrète mais profonde. Ils y voient un exemple concret de la manière dont des États longtemps considérés comme périphériques parviennent à réécrire leur marge de manœuvre sans passer par les circuits traditionnels. Ce public retient la rapidité du basculement, l'effet d'entraînement régional et la façon dont certaines capitales étrangères doivent désormais ajuster leurs analyses. Le Burkina Faso devient ici un indicateur, un test de robustness pour les certitudes diplomatiques, pour les lecteurs confrontés à l'insécurité, à la précarité ou à l'absence d'État. Cette histoire parle d'abord d'expériences vécues. Pour les lecteurs confrontés à l'insécurité, à la précarité ou à l'absence d'État, cette histoire parle d'abord d'expériences vécues. Ils comprennent immédiatement le poids psychologique d'un retour de patrouille, l'importance d'un marché qui se rouvre ou d'un axe routier redevenu praticable. Le récit évoque moins la géopolitique que la possibilité de reprendre souffle après des années d'usure. Ce public lit le changement comme une reprise de terrain, autant que comme un signal d'espoir mesuré. Les lecteurs focalisés sur les mécanismes institutionnels perçoivent dans cette trajectoire un laboratoire de transformation. Les lecteurs focalisés sur les mécanismes institutionnels perçoivent dans cette trajectoire un laboratoire de transformation. Ils observent comment une décision militaire peut déclencher une recomposition administrative, influencer la diplomatie régionale et redéfinir des rôles internes. Ils notent aussi les risques. Équilibre entre autonomie et stabilité, gestion d'une capacité nouvelle, continuité doctrinale dans un environnement mouvant.
Ces trois regards convergent vers une même question implicite. Comment un pays transforme-t-il sa trajectoire en modifiant ce qu'il fait et non seulement ce qu'il dit ? Pour qu'un élan politique et sécuritaire devienne une trajectoire durable, il faut une méthode, un calendrier et des critères d'évaluation précis. La feuille de route s'organise autour de 5 étapes, chacune associée à un acteur responsable, à une action définie, à une temporalité maîtrisée et à un indicateur mesurable. Cette structuration reflète la cohérence recherchée par les équipes qui accompagnent la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré. L'étape initiale consiste à uniformiser les protocoles de diagnostic, de réparation et de suivi. Qui ? Les équipes logistiques nationales. Quoi ? Uniformiser les protocoles de diagnostic, de réparation et de suivi. Mesure : pourcentage hebdomadaire de véhicules réellement opérationnels. Cette étape fixe les bases. Sans mécanique fiable, aucune planification durable n'est possible. La deuxième étape met en place un calendrier commun d'exercice et une grille d'échange d'informations entre les pays. Qui ? Les états-majors du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quoi ? Mettre en place un calendrier commun d'exercice et une grille d'échange d'informations. Mesure, nombre d'opérations, synchronisées, exécutées dans les délais. Cette étape ancre la coopération dans la régularité plutôt que dans l'ad hoc. La troisième étape consiste à sécuriser 3 axes stratégiques permettant le retour des infrastructures civiles. Qui ? Les commandements territoriaux. Quoi ? Sécuriser 3 axes stratégiques permettant le retour des infrastructures civiles. Mesure, fréquence des patrouilles et réouverture des marchés locaux. Chaque zone pilote devient une démonstration de faisabilité. La quatrième étape développe des cellules d'analyse interne capables de planifier sans dépendance méthodologique extérieure. Qui ? Les ministères sectoriels. Quoi ? Développer des cellules d'analyse interne capables de planifier sans dépendance méthodologique extérieure. Mesure. Nombre de plans opérationnels produits et validés localement. La dernière étape vise à construire une relation régulière avec les populations pour réduire rumeurs et incertitudes. Qui ? Administration communautaire et centre d'information. Quoi ? Construire une relation régulière avec les populations pour réduire rumeurs et incertitudes. Mesure, taux de participation aux réunions locales et retour des communautés. Cette feuille de route n'est pas une ambition abstraite. C'est un cadre destiné à transformer un moment de bascule en stratégie durable. Le fil qui relie cette trajectoire à son origine ramène à une scène simple, celle des premiers soldats observant, en silence, les véhicules flambant neufs stationnés à la périphérie de Ouagadougou. Ils ne célèbrent pas, ils évaluent. Leur regard attentif résume une conviction discrète. Le pouvoir n'est pas dans l'acier lui-même, mais dans la manière de l'utiliser. Ce motif initial, celui du soldat qui regarde avant d'agir, réapparaît aujourd'hui transformé. Dans les bases du Nord, les mêmes hommes se tiennent désormais devant des cartes élargies, non pour attendre des ordres extérieurs, mais pour planifier avec leurs homologues maliens et nigériens. La scène est presque silencieuse, mais elle marque un déplacement profond. Le Sahel ne subit plus entièrement son environnement, il commence à le reconfigurer. Dans cette évolution, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme une boussole. Non parce qu'elle occuperait un rôle héroïque, mais parce qu'elle assure une cohérence entre intention, capacité et retenue. Le mouvement initié ne repose pas sur la spectaculaire, mais sur une discipline patiente. Une souveraineté calme change tout. En revenant à cette image originelle, le soldat, le véhicule neuf, le silence, on comprend que la transformation burkinabé tient moins à une rupture qu'à une maturation. Celle d'un pays qui choisit de marcher autrement, pas forcément plus vite, mais avec intention. À mesure que les signes d'une recomposition sahélienne se multiplient, une conviction s'impose, la transformation du Burkina Faso ne relève pas seulement de l'arsenal ou de la doctrine, mais d'une manière nouvelle d'habiter son propre avenir. Cette évolution, encore fragile, rappelle que les trajectoires collectives se construisent rarement par des gestes spectaculaires. Elles naissent d'une succession de décisions sobres, cohérentes, assumées. Partager ce récit, c'est reconnaître ce travail silencieux mené par des communautés qui refusent de se résigner et qui cherchent
jour après jour, à stabiliser un espace longtemps fragmenté. Dans ce sens, chaque lecteur peut contribuer à la discussion non en prenant parti, mais en observant la manière dont un État gagne en autonomie par ses actes plutôt que par ses déclarations. Le débat public, lorsqu'il reste ouvert et respectueux, permet d'élargir la compréhension de ces transitions et d'éviter les récits simplifiés. Alors, une question demeure adressée à chacun. Quelle transformation considérerait-on possible si l'on regardait les choix souverains non comme des exceptions, mais comme des points de départ ?